Donc, je vais vous parler d'expérimentations que l'on mène à la Chambre d'agriculture du Doubs territoire de Belfort depuis maintenant une dizaine d'années autour des cultures dérobées fourragères estivales. Alors, les cultures dérobées fourragères estivales, ça ne représente pas la solution miracle qui va permettre aux éleveurs de faire face aux aléas climatiques et aux changements climatiques. Donc hier, on était à Cadmen avec Conseil Élevage autour d'une exploitation sur la thématique du changement climatique. Et avec les éleveurs qui étaient présents, on a fait un petit exercice de positionnement de post-it sur les thématiques, sur les leviers que les éleveurs ont déjà activés dans leur ferme face au changement climatique. Et on les a classés en 3 catégories. Les thématiques liées au levier fourrage en vert, les thématiques liées à l'élevage en jaune et les thématiques liées à d'autres leviers qui peuvent représenter l'aménagement des bâtiments par exemple ou l'implantation de haies ou le stockage d'eau en jaune. Et ce que l'on voit sur cet exercice que l'on a fait avec les éleveurs qui étaient présents hier, c'est qu'il y a énormément de leviers qui ont déjà été mis en place dans les fermes, ce qui veut dire que le changement climatique ne date pas d'aujourd'hui. Et surtout, ce dont je vais vous parler, la mise en place de cultures dérobées, on voit que c'est un petit outil, un levier parmi tant d'autres, mais face à l'ampleur du changement climatique, il sera nécessaire d'activer un maximum de leviers dans les fermes. Alors, comment on en est venu à la thématique dont je vais vous parler, autour du retournement des prairies temporaires et de l'implantation de cultures dérobées fourragères estivales après un retournement anticipé d'une prairie temporaire. Alors, les prairies temporaires sur le massif du Jura représentent environ 11% de la SAU. Ces prairies sont régulièrement retournées et vont être généralement implantées en céréales pour casser le cercle de la prairie temporaire et pour renouveler, pouvoir ressemer une prairie qui a été dégradée au fil des ans et où la flore et la productivité ne correspondent plus à l'objectif de l'éleveur. On est également dans un contexte climatique qui est de plus en plus contraignant en été, avec des étés de plus en plus chauds qui impactent le pâturage et les fauches. Et dans le Doubs, on a depuis 2018 un paysage qui ressemble à celui de la Bourgogne ou du Morvan qu'on pouvait observer en 2010, en 2015, avec un paysage complètement jaune, avec l'ensemble des parcelles qui sont complètement dépourvues de végétation, avec non seulement des phénomènes de sécheresse, mais également des phénomènes de température élevée. On voit que sur le graphique de gauche, vous avez le nombre de jours à plus de 27 degrés à Pontarlier depuis les années 60. Et on voit qu'on est au même niveau en 2022 que le record de 2003. Sur les températures à plus de 30 degrés, on a dépassé 2003 en 2022. Et on voit surtout que depuis 2015, on a pratiquement 30 à 40 jours à plus de 27 degrés à Pontarlier, qui est situé à 830 mètres d'altitude. Alors la parcelle que vous voyez à droite, on la retrouve ici un mois plus tard. Et je dirais, c'est pas tellement qu'on la retrouve un mois plus tard, on la retrouve 200 mm de précipitations plus tard. L'idée avec cette photo, c'est de dire qu'il faut aussi faire confiance de temps en temps à ces parcelles de prairies. Et elles ont une certaine capacité de résilience et toutes les prairies ne vont pas justifier d'être retournées pour être réimplantées. Et donc là, vous avez une illustration avec cette parcelle qui a complètement reverdi. Alors ça, c'est vraiment particulier de l'année 2022, parce qu'entre le 14 août et puis fin septembre, on a eu 200 mm de précipitations. Là, même en un mois, on a eu 200 mm de précipitations, ce qu'on n'a
pas eu en 2018, en 2020, en 2019. Donc on est sur un automne 2022 qui est exceptionnel. La pluie est revenue suffisamment tôt et en quantité suffisamment importante pour relancer l'humidification des sols et la pousse de l'herbe. Donc la technique traditionnelle du retournement d'une prairie temporaire, donc les éleveurs vont valoriser la prairie avec de la fauche au printemps, éventuellement du regain du pâturage, et puis fin août ou fin septembre, la parcelle va être retournée pour être semée en prairie, si on ressème directement une prairie, ou en céréales, avec deux inconvénients majeurs dans ces techniques-là. Le premier inconvénient, c'est que lorsqu'on retourne une prairie en fin d'automne, on a une minéralisation très importante des nitrates dans les sols, et ces nitrates sont en quantité trop importante pour être absorbés par la culture qui suit, que ce soit une céréale ou une prairie. Et donc on a potentiellement des pertes importantes de nitrates à ce moment-là, à une période où les sols se saturent en eau et on a une lame drainante qui emmène les nitrates vers le sous-sol. Le deuxième inconvénient est que la réussite de l'implantation d'une culture après un retournement de prairie est délicate, en particulier dans les sols superficiels où on ne peut pas passer la charrue. Et donc on se retrouve au moment de la levée avec des mottes de l'ancienne prairie qui sont présentes et un mauvais positionnement de la graine en termes d'homogénéité, parce que la terre n'est pas suffisamment fine. Et donc on observe des pertes à la levée qui peuvent être importantes. Alors depuis 2012, pour essayer de répondre à l'objectif des nitrates en particulier, on a imaginé de réaliser le retournement de la prairie beaucoup plus tôt et de faire profiter du pic de minéralisation et des nitrates fabriqués par les sols par une culture dérobée fourragère qui va avoir à disposition les nitrates qui vont être produits par le retournement de la prairie. Donc vous avez l'illustration ici de cette technique alternative. Donc on va réaliser le premier semis entre le 15 mai et puis début juin. On va retourner la prairie. Alors si la parcelle est suffisamment profonde et qu'on peut faire un labour, donc pour l'instant on conseille de réaliser un labour. Si la parcelle n'est pas suffisamment profonde, on fait un déchômage avec plusieurs passages d'outils. L'objectif est d'arriver à bien enfouir et détruire les mottes de l'ancienne prairie. Ensuite on va semer une culture dérobée fourragère estivale qui a la particularité d'avoir une meilleure capacité de résistance à des conditions chaudes et sèches que l'on rencontre de plus en plus souvent. Et ensuite, le deuxième semis, une fois qu'on a valorisé ces espèces, va se faire fin août ou fin septembre pour ressemer une prairie ou une céréale avec comme objectif d'avoir fait absorber les nitrates par la culture dérobée estivale à un moment où il n'y a pas de drainage vers le sous-sol, parce que les sols ne sont pas saturés en eau, et puis d'avoir une meilleure qualité d'implantation de la deuxième culture, sachant que pour cette deuxième implantation, un travail simplifié est suffisant, parce que le premier travail plus lourd et puis la culture dérobée estivale et les 3 mois qui s'écoulent au cours de l'été vont permettre une dégradation des mottes de l'ancienne prairie. Alors les principales espèces que l'on a testées, donc toujours en mélange avec des légumineuses de type trèfle d'Alexandrie ou trèfle vésiculé ou de la vesse ou du copi. Donc la base graminée, on va dire, c'est on a testé le sorgho fourragé multicoupe, on a testé le moa, le millet perlé et le teff grasse. Alors l'avantage de ces espèces, c'est que ce sont des espèces qui sont gélives. Et donc, même si on avait des repousses de ces espèces dans la culture suivante, les premières gelées permettent de se débarrasser de ces espèces. Un point important aussi sur l'implantation. On est dans un massif avec une majorité de parcelles en AOP comptées qui a prévu d'interdire le désherbage chimique. Et dans nos essais, depuis le début, on s'est interdit le glyphosate au moment du retournement de la prairie.
parce qu'on ne voulait pas substituer un problème de nitrate par un problème de glyphosate. Et le fait que ces espèces soient gélivres, ça permet aussi d'éviter d'avoir à gérer un désherbage chimique dans la culture suivante. Alors ici, vous avez une petite présentation des différentes espèces que l'on a testées. Donc le tableau que vous avez là, c'est le travail issu d'un atelier lors d'une formation avec des éleveurs il y a quelques semaines. Donc vous avez le teff grasse qui a la particularité d'avoir une graine qui est minuscule et qui est assez sensible à l'implantation, donc qui doit vraiment être semé en surface, rappuyé. Et on peut avoir des échecs de levée du teff grasse parce que au moment du semis, s'il y a du vent, il peut s'envoler avec la poussière. Donc on a des résultats qui sont assez variables avec le teff grasse, mais le gros avantage du teff grasse, une fois qu'il est bien implanté, c'est qu'il est multi-coupe et après chaque valorisation, il va repartir. Donc le teff grasse permet une valorisation qui est plus longue. C'est également le cas du sorgho multi-coupe. Le gros problème du sorgho, c'est qu'il est toxique à moins de 80 cm de hauteur. Et donc, on va avoir une gestion plus délicate dans la valorisation du sorgho. Il faut attendre qu'il ait 80 cm pour pouvoir le valoriser. Et en particulier dans les systèmes où on ne peut pas faire d'ensilage, on sait que s'il est fauché et qu'on le laisse 24 heures au sol, la toxicité disparaît. Mais donc, c'est pas compatible avec un affouragement en verre. Et donc, pour le pâturage ou l'affouragement en verre, il faut attendre qu'il ait atteint 80 cm de haut. Et puis, le coût aussi est plus important en termes d'implantation. Le Moa, c'est l'espèce pour laquelle on a le plus de références et qui nous donne le plus de satisfaction en termes, je dirais, agronomiques et en termes de capacité d'étouffement des mauvaises herbes et en termes de régularité des rendements. Et puis le millet. Alors le Moa, il peut être exploité en une fois. Le Moa peut être exploité en une fois, juste avant les piaisons, parce qu'après il perd beaucoup en qualité et en valeur alimentaire. Mais à ce moment-là, il ne va pas repousser, ou alors il peut être exploité à un stade beaucoup plus jeune, par exemple en pâturage, et là, il aura une capacité de repousse. Et donc, on a aussi testé depuis 2-3 ans le millet perlé. Le millet perlé, dans nos contextes climatiques et de sol, c'est la plante qui est plutôt décevante pour l'instant dans nos essais. Et l'avantage du millet, c'est qu'il est multicoupe, comme le sorgho, mais il n'est pas toxique. Mais pour l'instant, les résultats sont très irréguliers et plutôt décevants avec le millet perlé. Alors, principaux résultats, ici vous avez, par rapport à la problématique d'azote et de nitrate, vous avez une illustration de la quantité d'azote, du surplus d'azote produit, du fait du travail du sol et du semis, en comparaison en vert de la parcelle maintenue en prairie, donc qui n'a pas été travaillée. Donc là, le travail du sol a eu lieu le 3 juin. Donc entre début juin et fin juin, on observe une augmentation naturelle des nitrates dans les sols, qui est liée au fait que début juin, les sols étaient extrêmement secs après un mois de mai qui était peu pluvieux. Et en juin, on a eu à peu près 100 mm de précipitations. Et donc, on a eu une minéralisation naturelle des sols qui s'est réenclenchée. Et donc, on est passé de 84 à 142 kilos de nitrate dans les prairies à Guye-en-Veynes, sur notre première plateforme, et de 75 à 100 kilos d'azote à Belherbe, sur notre deuxième plateforme. Ce qui est intéressant de voir, c'est l'écart entre la modalité prairie maintenue en place et la modalité prairie retournée pour implantation de cultures dérobées. Et là, vous avez un surplus d'azote provoqué par le travail du sol qui représente entre 50 et 90 kg d'azote. Là, on a des essais un peu plus anciens, donc en 2021 à Cadmen, où on a suivi les nitrates un peu plus longtemps, et en 2019 à Orsan, où on a également suivi les nitrates pour un peu plus longtemps.
Et donc, on observe toujours, un mois après le travail du sol, un surplus de 30 à 80 kg d'azote. Et ce différentiel va diminuer au fil des semaines du fait de l'absorption de l'azote, du surplus d'azote produit par la culture dérobée fourragère estivale. Alors le but de ces essais, quand j'ai démarré à les mettre en place en 2012 dans le département du Doubs, c'était vraiment pour répondre à une problématique de nitrate. Et puis petit à petit, on s'est rendu compte que ces essais pouvaient apporter une solution aux éleveurs en matière de disponibilité de parcelles en état de fonctionnement et de parcelles qui restaient vertes au cours de l'été. Donc là, vous avez quelques illustrations de photos de vaches qui pâturent dans des couverts estivaux. Donc en bas à gauche, vous avez un couvert qui a été implanté très précocement en 2021. Bon, c'était une année où il a plu tout le temps, mais vous avez à gauche le couvert et à droite la parcelle qui n'a pas été retournée. Donc les vaches vont préférentiellement sur la partie de gauche, qui est plus appétante et plus riche et plus importante en productivité. Vous avez une vache laitière dans un sorgho, toujours en 2021. Vous avez sur la photo en haut à gauche, le jour de la récolte de l'essai, on avait des sorghos qui étaient pratiquement à l'épiaison. À côté de la plateforme d'essai, les parcelles étaient dans la pâture. On a mis le sorgho au pied du fil et on a constaté que les vaches se sont ruées dessus et que le sorgho était très appétant pour elles. Et puis, il faut également dire qu'en été, il n'y a pas que ces cultures dérobées fourragères estivales qui peuvent être vertes. On a également le cas de la luzerne qui se développe aussi dans le département. Vous avez à droite une illustration d'une parcelle en haut à droite sous la canicule en août 2020 et une parcelle voisine qui est exploitée en multicoupe en luzerne. Alors, en matière de résultats de productivité et de production de fourrage, vous avez sur le graphique ici à gauche les rendements obtenus en moyenne. Donc on est à 3,2 tonnes de matière sèche sur une trentaine de parcelles suivies depuis une dizaine d'années. On a toujours un témoin avec la prairie temporaire qui est maintenue en place. Et dans le témoin, on est en moyenne à 1,4 tonnes de matière sèche. Donc vous voyez qu'on est à peu près, on a un peu plus que doublé le rendement sur les parcelles, avec des gros écarts selon les espèces et selon les années. En matière d'azote absorbé, au cours de l'été, on a une trentaine de kilos d'azote qui est absorbé par la prairie pour faire 1,4 tonnes de matière sèche en moyenne, alors que les cultures dérobées sont plutôt à 80 kilos d'azote absorbé, parce qu'elles en ont aussi à disposition dans le sol, et ça peut monter jusqu'à 130 kilos d'azote absorbé. Alors quelques résultats en valeur fourragère. Donc j'ai regroupé dans ce graphique-là, dans ce tableau-là, les 4 graminées. Donc quand je mets base Moa ou base sorgho ou base millet ou base tève grasse, on a toujours cette base qui est associée avec des trèfles, généralement du trèfle d'Alexandrie, qui est présent en quantité plus ou moins importante selon les années. En 2022, on n'en avait pratiquement pas. On a supposé et on l'a observé qu'il a germé, qu'il a levé fin juin, et début juillet, il s'est retrouvé sous la canicule, et donc les jeunes plantules n'ont pas résisté, et donc au final, on avait moins de 5% de trèfle d'Alexandrie en 2022. D'autres années, on arrive à 30-40% de trèfle d'Alexandrie dans les mélanges au moment de la récolte. Vous avez en termes d'UF les résultats moyens. Donc on est sur des UF qui sont relativement modérés, qui sont compris entre 0,76 et 0,80, avec une variabilité en fonction du stade de la récolte et en fonction de l'année. Et puis les hématés, on a également une variabilité qui est assez importante, mais avec des moyennes qui sont relativement élevées, entre 128 et 159 sur les hématés.
Alors un petit zoom sur l'essai qu'on avait en 2022 donc on avait deux plateformes. La plateforme de Guy-en-Veynes. Ce qui s'est passé cette année, c'est que donc semis en début juin 2022, un mois de juin relativement favorable avec des précipitations, et ensuite fin juin, canicule, sécheresse jusqu'au 15 août. On a fait une première récolte dans nos plateformes le 2 août sous la canicule, et en moyenne dans la plateforme, on avait 1 tonne de matière sèche produite. Avec, par exemple, le tève grasse, on ne l'a pas récolté, il était absent. Le millet, 0,4 tonnes de matière sèche. Et puis les sorgho, les moas, on se situe autour de 1 tonne, 1,5 tonne de matière sèche. Donc ça, c'était la situation sous la canicule. La prairie qui était à côté, elle était complètement jaune et sans aucune production. On voit que les meilleures plantes d'un point de vue agronomique pour couvrir le sol et concurrencer les mauvaises herbes, ça reste le Moa, qui a une note de 4 sur 5. Et donc, on peut avoir encore des adventices présentes au pied des Moa, mais elles sont étouffées, elles sont gênées dans leur croissance et en général, elles ne montent pas à épi. Alors, quelques photos pour illustrer le comportement des espèces sous la canicule. Donc le 2 août, là vous avez du sorgho qui faisait en moyenne entre 1 et 1,8 tonnes de matière sèche. Et dans les zones un peu plus caillouteuses de l'essai où il y avait 15 cm de sol, on avait même des feuilles de sorgho qui étaient brûlées. Sur la droite, vous avez du Moa. Donc on était à 1 tonne 100 de matière sèche en moyenne. Et vous voyez que la prairie qui est maintenue en place ici, elle était complètement grillée, sachant que l'éleveur avait réalisé une fauche début juillet et il a récolté à peu près 1 tonne de matière sèche entre la mise en place de l'essai début juin et début juillet où il a fait une fauche pour sauver ce qu'il pouvait sauver dans la parcelle. On revient le 17 août, donc en pleine canicule, la pluie est arrivée le 14 août. Là, vous voyez le sorgho qui est grillé sur la gauche, quelques trous avec des rumex, et puis sur la droite, le Moa, et l'état de la plaine cet été. Donc on est à 750-800 mètres d'altitude, donc on a vraiment un paysage complètement jaune dans la plaine. Un mois plus tard, la prairie a reverdi, donc effectivement, en termes de production, on l'a mesuré aussi, on est à 0,2 tonnes de matière sèche. Donc ça a reverdi, mais ça, en tout cas le 31 août, on n'avait pas encore la production de biomasse. Mais les sorgho sont passés de un peu plus d'1 tonne à 4 tonnes de matière sèche en moyenne. Et les moas sont passés pareil, d'1 tonne à 3,7 tonnes de matière sèche. Et dans nos bandes qui faisaient 6 mètres de large, on peut voir ici le jour de la photo, donc la modalité qui est fauchée ici. Et puis à droite, on a la modalité qui avait été fauchée le 2 août, où le Moa est reparti. Voilà, ce qui veut dire que le Moa qui n'est pas donné ou qui n'est pas connu pour être une espèce multicoupe, en fait, s'il est fauché tôt, il a une capacité de repousser. Donc la prairie qui est maintenue en place, vous avez des photos sur la gauche. Donc on a mesuré 0,2 tonnes de matière sèche. Et puis à droite, vous avez une vue perpendiculaire aux bandes d'essai. Avec ici, vous avez du sorgho. Là, on a encore du sorgho. Et puis entre les deux, on a du tève grasse, du millet et puis du Moa. Et puis la plaine derrière qui est verte, mais où la végétation est au ras du sol. Donc, quelques préconisations en termes d'implantation et de semis. Donc, ce sont des espèces qui viennent du sud, en général d'Afrique. Donc, on a besoin d'un sol suffisamment chaud et ressuyé. Donc, ça peut être un facteur limitant si on veut avancer la date de semis, et surtout si on monte en altitude, donc 10 à 14 degrés selon les espèces.
La profondeur de semis est délicate, surtout quand on a des mélanges avec du trèfle d'Alexandrie et puis de la plus grosse graine comme le sorgho ou le millet. Donc c'est 2 à 3 cm, pour le sorgho, 1 à 2 cm pour le millet et le moa. Et au ras du sol ou à la volée pour les tèves grasses. Le lit de semence doit être très fin et bien émietté, en particulier pour les petites graines. Et les doses de semis varient de 25 à 40 kg. Et si on fait les semis soi-même, il faut faire attention de ne pas trop réduire la quantité de la base graminée, en particulier sur des sorghos ou sur des millets, parce que si on a peu ou pas suffisamment de levée avec le trèfle que l'on va mettre dans le mélange, ben ça fait rapidement des trous de végétation où on a des adventices qui se développent. Donc en termes de mélange, on a travaillé en partenariat avec 3 semenciers, donc Semental, Seriance Semences et puis l'Idéacide, avec des différents mélanges qu'ils nous ont proposés. Et en termes de coûts, on est sur des coûts relativement élevés sur les sorghos. Donc on a des sorghos autour de 140 €. Le tève grasse est relativement coûteux aussi, 125 €. De même que le millet, autour de 135 €. Par contre, les moas, ils ont l'avantage d'être nettement plus économiques, avec des coûts autour de 60 à 90 €. Alors, une petite approche économique liée à cette nouvelle technique avec une double implantation. Donc, dans la technique classique, on va avoir un travail du sol au cours de l'automne qui va être soit un labour, soit une succession d'outils de travail simplifiés avec herse rotative, semoir et puis rappuyé par un passage de rouleau. Et ce même travail, on va le retrouver finalement ici quand on fait le retournement anticipé. Donc, on va considérer que ça ne représente pas un surcoût. Ce que l'on va considérer en surcoût, c'est le deuxième travail du sol ici, mais qui est plutôt un travail simplifié. Le coût d'achat de la graine, et puis donc le coût de la semence, et puis ça c'est du côté des charges, et puis du côté des gains, on va avoir la production ou le surplus de production par rapport à la prairie lié aux cultures dérobées fourragères, et puis ce qui est pas forcément facilement chiffrable, c'est aussi la meilleure qualité d'implantation et potentiellement un meilleur rendement dans la céréale qui suit. Donc sur les charges, on a les semences des cultures fourragères qui représentent 65 à 140 € par hectare. Donc selon le rendement, on est sur des charges de 20 à 50 € par tonne de matière sèche. On a un coût d'implantation du deuxième semis d'environ 100 à 120 hectares. Avec un travail simplifié, donc déchômage, semi-combiné, rouleau. Ensuite, on a des frais de récolte de la culture dérobée. Alors, ce que l'on préconise, c'est de choisir une parcelle qui est proche du bâtiment pour pouvoir la faire pâturer. Donc, on est sur des coûts de l'ordre de 20 € par tonne de matière sèche. Par contre, on peut, si on est équipé, faire un affouragement en verre. Donc là, on est sur des coûts de l'ordre de 80 € la tonne de matière sèche, ou les faucher en foin, parce qu'on a encore des conditions au mois d'août ou début septembre qui peuvent permettre de faire du séchage au champ. Et donc là, on est sur des coûts d'environ 100 € par tonne de matière sèche. Les produits en plus ou les charges en moins. Donc on a un surplus de production fourragère estivale qui est estimé entre 1,5 et 3 tonnes de matière sèche, selon les espèces que l'on a implantées, donc ce qui peut représenter entre 100 et 360 € de l'hectare. On a un moindre salissement de la culture suivante, donc si on fait l'économie d'un désherbage, et c'est des choses qu'on a constatées dans des parcelles d'orge qu'on a pu suivre après des moas trèfle d'Alexandrie. Donc on a supprimé le désherbage de rattrapage par exemple, donc ça peut représenter 50 à 50 €, 30 à 50 €. Et puis on a une meilleure structure du sol, une meilleure implantation de la céréale suivante. On a mesuré des différentiels d'épis 3 années dans des orges qui allaient de plus 15 à plus 30% d'épis dans l'orge qui suivait le moa par rapport à l'orge qui était implantée directement derrière la prairie.
Donc potentiellement, on serait sur des gains de rendement de 5 à 10 quintaux sur les orges. Donc ici, vous avez des photos qui illustrent la qualité d'implantation. Vous avez à gauche un essai en 2015 à Cadmen, avec sur la partie supérieure la présence de campagnols et de mottes de la prairie qui a été implanté fin septembre. Et le même jour de semis en bas, vous avez l'orge qui est donc implantée le même jour à la même dose, après le Moa trèfle d'Alexandrie, où là on avait tous les pieds qui étaient levés et au même stade, et on a eu une levée, et au cours de l'année, on a eu une orge qui est restée toujours plus belle. En haut à droite, vous avez un essai à Nézé-les-Granges, où on voit ici à gauche l'orge de prairie temporaire, et ici à droite l'orge précédée du Moa trèfle d'Alexandrie. Et donc ce que je vous disais, on est entre 14 et 30% d'épis en plus dans l'orge quand on a fait précéder le semis de l'orge par le Moa trèfle d'Alexandrie. Donc pour conclure, les clés de la réussite, c'est de semer cette culture dérobée le plus tôt possible. Alors quand j'ai démarré ces essais, la préconisation que je donnais, c'était semer ces cultures et refaites le retournement anticipé de la prairie fin juin, début juillet. Depuis 2015, je préconise de faire des semis fin mai, début juin. Et depuis cette année, j'ai même tendance à dire, si vous pouvez semer mi-mai, autour du 20-25 mai, ce serait même peut-être encore mieux, parce qu'on sent quand même qu'on est rattrapé par le changement climatique et que les choses s'accélèrent. Il est très compliqué ces dernières années de réussir l'implantation de cultures dérobées derrière des orges, parce qu'à partir du 15 juin, on a très souvent l'arrivée d'un temps très sec et de canicules qui peuvent même arriver parfois dès la fin mai. Deuxième préconisation importante, c'est de soigner les conditions de semis. Il faut vraiment éviter d'avoir des mottes de l'ancien, en tout cas des parties de l'ancienne prairie qui encore, où les racines sont toujours solidaires du sol et qui pourraient repartir et concurrencer la levée de ces cultures. Et puis, selon les espèces qui sont choisies, faire très attention à la profondeur de semis, bien rappuyée, et il y a des espèces qui sont très délicates, en particulier le tève grasse. Adapter les espèces à la date de semis aux objectifs agronomiques. Donc on a des espèces que l'on peut laisser en place et faucher une seule fois. Ça pourrait être le cas du sorgho, du moa. Et puis il y a des espèces qui sont vraiment spécifiques pour une utilisation multicoupe. Donc ça peut être le moa s'il est fauché vraiment tôt, mais c'est aussi l'avantage du sorgho, du millet et du tève grasse qui ont vraiment des fortes capacités de repousse après une première valorisation. Donc là, vous avez une autre illustration en 2020 dans un autre essai où vous avez la pâture donc, sur un sol qui est très léger, avec toujours en conditions caniculaires, où vous avez la pâture qui est complètement à l'arrêt. Et sur la gauche, vous avez le sorgho. Donc c'était la première année qu'on testait du sorgho multicoupe, où là, on a pu atteindre 3 à 3,5 tonnes de matière sèche dans les différentes modalités avec le sorgho, dans un sol qui faisait 15 cm de profondeur et caillouteux. Donc pour conclure, les avantages de cette technique, c'est une augmentation de la production fourragère estivale. Alors ça ne va pas résoudre le problème d'adaptation face au changement climatique. Donc comme je l'ai dit en introduction, c'est un outil parmi une multitude d'outils. Un des effets secondaires, en plus de la limitation des pertes de nitrates, c'est qu'on a observé une meilleure qualité d'implantation de la culture suivante et généralement des cultures beaucoup plus propres. On limite l'utilisation des produits chimiques de désherbage. Et puis c'est également que lorsqu'on laisse monter en fleurs les légumineuses qui sont associées à ces couverts, c'est également la présence d'insectes pollinisateurs dans les parcelles à une période de l'année où il n'y a pratiquement aucune ressource pollinique.
Donc quand on est fin juillet ou courant août, il n'y a pratiquement plus de ressources pollinifères dans la nature et les parcelles avec ces cultures dérobées, sous réserve que les vesses et que les trèfles soient présents, sont des refuges aussi et sont très fréquentés par les insectes pollinisateurs. Alors, si vous souhaitez avoir plus d'informations par rapport à nos essais, sur notre site internet, vous avez c'est un site qui est commun avec toutes les chambres d'agriculture de Bourgogne-Franche-Comté. Sur le bandeau gris qui se trouve en haut, vous sélectionnez vos chambres. Ensuite, vous sélectionnez Doubs territoire de Belfort. Et sur la partie de gauche, vous avez un menu. Et donc, il y a deux menus qui sont directement en lien avec la journée d'aujourd'hui. Vous avez nos expérimentations et changements climatiques. Et dans nos expérimentations, vous allez retrouver ces essais et l'historique de plusieurs années de nos essais. Et dans la thématique changement climatique, vous aurez également différentes ressources en lien avec le changement climatique. Voilà, je vous remercie de votre attention et puis je suis à l'écoute de vos questions ou de vos remarques.